Bonsoir. J'ai le grand plaisir d'accueillir Fabien Zocco, qui est venu en voisin parce qu'il est actuellement en résidence à la Métive, non loin de Limoges, même si ça lui a pris un certain temps pour venir par les transports en commun. Je suis très content d'avoir réussi à trouver un créneau pour que Fabien vienne. Il restera demain pour rencontrer les étudiants. Parce qu'il a un travail très rare, précieux, qui est un peu à la croisée des chemins entre un travail d'histoire, notamment sur le texte, la linguistique, et les techniques les plus contemporaines de programmation et d'image animée, de robotique. Donc il arrive à circuler entre tous ces champs sans jamais tomber dans l'ornière de une espèce de technicisme, mais au contraire pour dégager des choses. Alors il reste très discret là-dessus, je ne sais pas comment il va être en conférence, j'ai un peu hâte de l'écouter à ce sujet. Mais il reste assez discret sur l'aspect critique de certains de ses travaux. Mais je vais vous en laisser juge. Je vous souhaite une bonne conférence. Bien. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir et de me retrouver dans une école d'art où j'ai moi-même été étudiant donc, il y a quelques années. Pour vous résumer brièvement mon parcours, en fait, j'ai commencé par faire des études d'histoire. Pendant 4 ans, au terme desquels j'ai intégré l'ESI, donc les Beaux-Arts d'Angoulême et Poitiers, où j'ai rencontré un certain Yves Chaudouette notamment. Ensuite, j'ai fait un post-diplôme qui est le Fresnoy en région de Lille, dont je suis sorti diplômé en 2016, où je vis toujours aujourd'hui. Et donc là, effectivement, en ce moment, donc, je suis en résidence en Creuse à la Métive pour quelques mois, depuis un mois et puis pour encore un mois, donc pour développer un projet dont je vais vous parler en fin de conférence. Donc je vais vous présenter un peu un panel de pièces que j'ai été amené à développer depuis ma sortie, grosso modo, des Beaux-Arts, donc depuis 2014. Enfin, la première pièce est en 2014. Qui s'appelle donc From the Sky to the Earth, qui est une installation en réseau vidéo projeté, qui se présente sous la forme d'une sorte de diaporama en fait d'images qui apparaissent progressivement, vidéo projetées donc, avec deux noms en fait qui apparaissent plein cadre comme ça, comme vous pouvez le voir à l'écran ou ici. Qui sont en fait ces noms, un nom d'étoile et un nom de constellation. Alors le principe de l'œuvre est assez simple. C'est un programme informatique dans lequel j'ai rentré en base de données l'ensemble des noms d'étoiles tels qu'ils ont été en tout cas attribués par des astronomes grecs et arabes, donc entre la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Et donc ce programme fait défiler toutes les minutes à peu près cette base de données, puis au bout d'un certain temps tire au sort un des noms d'étoiles qui donc vient apparaître au centre de l'écran ou de la projection et apparaît progressivement une image qui est une image d'un lieu sur Terre dont le toponyme, alors ça peut être le nom d'un village, le nom d'une rue, le nom d'un bâtiment. Donc le nom de ce lieu est le même nom que cette étoile. Donc là, par exemple, on est dans un quartier, alors vraisemblablement ça ressemble à l'Amérique du Nord, donc un quartier ou une rue qui s'appelle Aedi, qui est donc une étoile de la constellation de Zeta Aurigae, donc l'Aurige, le conducteur de char. Donc une figure de la mythologie grecque à qui on a attribué, donc, vraisemblablement un peu par isomorphisme, le nom d'une constellation qui devait évoquer aux astronomes la forme d'un conducteur de char. Et donc la pièce, comme ça, met en relation un peu sur le principe, vous voyez, des hétérotopies. Les hétérotopies, c'est un concept qui avait été forgé par un philosophe qui s'appelle Michel Foucault et qui
qui partait de l'idée de la liste, en fait, d'une liste d'éléments qui, à un moment, se retrouvaient réunis dans un même espace, alors que ces éléments n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de recréer, en fait, à travers cette pièce, de recréer comme ça des sortes de liaisons un peu immatérielles entre un lieu céleste proprement inaccessible, une étoile, une constellation, et un lieu sur Terre qui lui fait écho, en fait, mais sur le principe de sa dénomination, c'est-à-dire que c'est comment les hommes, à un moment, comment le langage est venu apposer une dénomination à deux lieux, un sur Terre et un dans l'espace, que peut se créer comme ça une sorte de relation finalement, ouais, comme si finalement un peu la pièce recréait une sorte de constellation imaginaire sur la surface de la Terre, entre ces différents lieux qui donc ont une sorte de pendant, une sorte de pendant fantôme d'une certaine manière dans l'espace. L'idée pour moi aussi était de questionner, donc peut-être ça pourra être un premier élément de réponse à ta question, Yves, sur peut-être la dimension critique de certains de mes travaux. Comme vous pouvez le reconnaître, les lieux sont saisis à travers Google Street View et ça imprime d'une manière assez évidente l'esthétique de l'image. On voit les déformations liées aux effets de zoom recalculés par l'interface de Google. J'ai laissé apparent les éléments qu'on voit en bas à droite de l'image, qui vraiment marquent l'appartenance à l'interface de Google. Sur certaines images comme celle-ci, on voit aussi des artefacts, des effets de flou ou des problèmes de tuilage. Vous savez, les tuilages, en fait, c'est les juxtapositions d'images qui recomposent en fait l'interface de Google. Et donc tous ces éléments graphiques créent comme une sorte de matière ou de marquage en fait visuel qui ancre justement ces lieux sur Terre dans une esthétique qui est celle que veut bien nous mettre à disposition cette espèce de méta-entreprise qui est aussi une sorte d'outil de colonisation des imaginaires pour moi, quoi. Et finalement, je trouve que ces lieux paraissent autant déréalisés, enfin ces lieux terrestres paraissent autant déréalisés que les lieux célestes, parce que finalement, à travers cette velléité que prétend avoir Google de nous mettre le monde à disposition en un seul clic, quelque part, ça le déréalise et ça le rend d'autant moins tangible. Et pour moi, finalement, il y a cet effet de spécularité, de jeu de miroir entre ce lieu céleste et ce lieu terrestre, mais en exergue que les deux, finalement, sont d'une certaine manière devenus inaccessibles, alors que prétendument, en tout cas pour les lieux terrestres, voilà, il y a cette tentative privée, on va dire, de Google en même temps créer une sorte d'accès tout azimut, quoi. Donc voilà, pour moi, il y a une sorte de paradoxe là-dedans qui se joue et que la pièce met en évidence. Alors c'est une pièce qui maintenant appartient au fond du FRAC Poitou-Charentes. Et petite précision aussi que j'ai oublié de dire, en fait, quand les images apparaissent progressivement, les images du lieu, apparaît une nappe sonore qui est calculée en direct à partir de toutes les couleurs de l'image. Donc on a une sorte d'empreinte sonore qui est une sorte de drone, en fait, de nappe de fréquence qui vient accompagner l'émergence, l'apparition de chacune des images. Cette pièce-ci, qui s'appelle I Am You Are, qui date aussi de 2014-2015, est une pièce donc plutôt centrée autour du langage, qui effectivement, comme le rappelait Yves, est une des thématiques de travail privilégiées pour moi. Cette pièce, en fait, se présente donc à l'origine sous une forme unique et vidéo-projetée, comme on le voit là dans une galerie. J'ai été aussi amené à la montrer dans l'espace public. Ici, c'est un lieu qui s'appelle EP7, qui est un lieu d'expo qui est en face de l'ABNF, avenue de France à Paris, et qui m'avait mis à disposition donc une façade de 3 étages avec 12 écrans qui me permettaient en fait de diffuser la pièce de manière à la fois simultanée mais en même temps asynchrone, parce que comme c'est un programme, une fois encore, qui s'exécute, il va s'exécuter de manière différente selon quand on le lance même en parallèle comme ça. Donc on avait la pièce qui se développait mais de manière totalement désynchronisée justement, mais en parallèle. Alors cette pièce fonctionne sur un principe qui est extrêmement simple. On a une phrase qui est « je suis et tu es » ou « I am and you are » si la pièce est montrée dans un contexte anglophone.
Et toutes les 2 secondes, la machine en fait va tirer au hasard dans la liste exhaustive de tous les adjectifs de la langue française ou anglaise un adjectif qui de manière alternée va compléter en fait les 2 endroits donc, où des adjectifs apparaissent dans la phrase. Comme on le voit hein, sur la phrase ici en bas, on a je suis ministériel et tu es désœuvré. Ici je suis kurde et tu es bohémien, enfin, etc., etc. Et du coup, la machine en fait crée une sorte d'effet de distribution de qualité. Et on a assez vite l'impression voilà, qu'on a une sorte d'intentionnalité en fait dans ce jeu de distribution, comme si quelque part on avait deux personnages qui émergeaient derrière ces 2 pronoms personnels, alors qu'en fait on est vraiment face à un protocole, à un processus qui est totalement arbitraire et totalement aléatoire. Et en fait, c'est une pièce qui, pour moi, va mettre en place 2 choses qui vont être assez importantes dans pas mal de mes projets ultérieurs. C'est la présence des pronoms personnels, en fait, où il y a vraiment beaucoup de choses, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, qui se jouent autour du dialogue dans mon travail et de situations de dialogue. Et autre chose aussi d'assez important, c'est la dimension de projection en fait. Ça m'intéresse beaucoup de créer des situations spectatorielles où le spectateur est face à un processus qui en général est actualisé et pris en charge par une machine. Et ce qui m'intéresse, c'est de créer des situations où justement le spectateur va être amené à essayer de prêter ou une vie, ou une conscience, ou une intention derrière ce processus qui est en train de se déployer. Alors là, effectivement, on est face à des sortes d'assertions hein, qui peuvent tour à tour créer des effets, soit d'absurdité ou alors des sortes de télescopage de sens. Donc on peut traverser des choses qui vont à la fois de l'absurde au tragique ou à l'anodin aussi. Donc on a vraiment plein de registres qui viennent se télescoper, alors que finalement on est un peu sur une sorte de degré zéro pour moi de la générativité, quoi. Vraiment le principe le plus mécanique et le plus simplissime finalement de combinatoire, comme une sorte d'exercice oulipien vraiment très très liminaire, quoi, qui finalement voilà, quoi, vient faire advenir voilà, cette pièce qui crée aussi une situation de lecture. C'est aussi quelque chose qui est assez important pour moi, comme je travaille beaucoup sur le texte dans des contextes d'exposition. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans une forme plastique ancrée et référencée dans les arts visuels, et qu'est-ce qui se passe quand on donne à voir finalement un contenu qui est plutôt de l'ordre du sémantique, qui est autant à lire qu'à regarder. Donc la question du rythme aussi, du rythme de l'apparition, ce qui est d'autant plus présent quand on voit plusieurs fois la pièce juxtaposée comme ça, était aussi quelque chose pour moi d'assez important, quoi, de donner ce tempo un peu mécanique dans l'apparition du texte. Maintenant, je vais vous parler d'une pièce qui était mon projet de première année au Fresnoy, qui s'appelle Mind Body Problem. Donc, Mind Body Problem, le problème corps-esprit, c'est une sorte de mot valise, d'expression en fait, qui, dans le champ de la philosophie, est le terme derrière lequel on identifie la difficulté qu'ont eu les philosophes, puis les chercheurs, les cogniticiens, à identifier la localisation de la conscience dans le corps en fait. Où c'est quelque chose qui n'a jamais été réellement tranché, où se situe l'élément conscient de l'humain dans la viande, si je puis dire, quoi, dans le corps humain. Descartes, par exemple, pensait que c'était la glande pinéale, donc un organe qui en fait n'existe pas, quoi, qui était à la base du cerveau. Enfin voilà, il y a toute une sorte de tradition comme ça au fil de l'histoire de la pensée qui ont essayé d'affronter cette question, voilà, de où se situe la pensée. C'est quelque chose qui effectivement n'a jamais été tranché, qui aujourd'hui voilà, est un peu devenu le cheval de bataille des sciences cognitives par exemple. Donc cette pièce met en scène une sorte de micro-architecture assez science-fictionnelle, qui est un cylindre pénétrable, qui faisait 2,80 m de haut et 1,26 m de diamètre. Donc ce cylindre en fait était paré de plexi, d'un plexi qui était lui-même rétroéclairé par des séries de néons. Donc quand on rentrait dans cet espace, le spectateur avait son champ de vision qui était totalement pris par cette source de lumière aveuglante.
qui lui prenait un peu tout son champ visuel, ce qui donnait la sensation d'être dans un espace totalement infini. Et qui donnait voilà, un peu la sensation. Enfin, là, on me voit en train de tendre la main, mais cognitivement, on avait du mal à déterminer si notre main était à 2 cm de la paroi ou à 250 mètres, parce que vraiment, cet effet d'immersion était assez efficient. Et j'avais un peu en tête pas mal de références liées à une sorte de rétro science-fiction, enfin, une sorte de cabine qui pouvait évoquer à la fois le monolithe de 2001 aussi de l'espace, ou toutes sortes de cabines aussi qu'on voit comme dans La Mouche, ou vraiment des films de SF un peu rétro. Au même titre que cet espace blanc, pour ceux qui ont vu THX 1138, qui est le premier film de George Lucas, où on voit à un moment Robert Duvall, l'acteur principal, évoluer dans un monde totalement blanc et immaculé. J'avais cette image en tête, en fait, et c'est ça que j'ai essayé de recréer à travers cet espace, qui en fait est une cabine d'écoute. Parce que quand le spectateur pénètre à l'intérieur de ce lieu, il est mis en présence d'une voix, qui est la voix d'une comédienne russe, avec qui j'ai travaillé, et à qui j'ai fait réciter un texte généré par une intelligence artificielle que j'ai programmée, sous forme de monologue cette fois, non pas de dialogue. Et donc cette IA créée comme une sorte de glossolalie, quoi, de soliloque, un peu comme une sorte de conscience folle qui s'exprime et s'enroule sur elle-même. Et c'était cette voix en fait que le spectateur essayait de rencontrer finalement dans cet espace, comme si ça devenait une sorte de voilà, comme si on rentrait un peu dans la tête de ce personnage fictif qui était incarné par cette IA. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo rapide de l'installation. Je suis en... Vous êtes, je suis en... Peut-être je suis en... Tu as dit vous n'êtes pas sûr, tu as dit vous n'êtes pas sûr, j'ai dit que je ne suis pas sûr. Être. Avoir été sûr que tu... C'est ainsi que tu n'es pas normal. Ce n'est pas normal. Pas normal. Tu as trouvé la raison. Disparaître ici, tu n'es pas sûr. Personne, tu souhaites avoir été ton esprit, tu penses à mon esprit. Ici la lumière blanche. Je tiens à avoir un nuage, la lumière blanche. Tu as dit pour une raison particulière. Vraiment, lumière blanche. J'enveloppe. Tu sais que tu ne vous... Il est normal d'être. J'ai peur. J'ai dit que je te tiens. Tu espères. Tu espères. Tu n'es pas vraiment. Donc, comme vous l'avez entendu, en fait, il y avait plusieurs voix qui se superposaient, qui étaient toujours la voix de la comédienne. Donc, je lui avais fait enregistrer un texte qui faisait une 70 pages à peu près. Et après, j'avais redécoupé chacune des phrases. Et ces phrases étaient remontées pendant le temps de l'exposition par un logiciel qui réagençait en fait ces phrases dans un ordre qui se rejouait un peu en permanence et il y avait plusieurs voix, jusqu'à 4 voix qui parfois pouvaient venir se superposer. Donc on avait une sorte de polyphonie, mais avec cette même voix en fait qui annonnait, qui répétait ce texte étrange. L'idée pour moi était vraiment de créer une sorte d'espace de désorientation, parce que finalement, en privant le spectateur de sa vue, finalement, on le mettait dans un état de perte de repère qui, à la fois facilitait et en même temps complexifiait cet effet de rencontre avec ce texte, avec cette voix. Quelque chose aussi qui pour moi était vraiment important et qui reviendra dans plusieurs pièces ensuite, c'est comment réincarner un texte qui procède d'un protocole d'écriture machinique, vu qu'il a fait intervenir une intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on redonne en fait ce type de texte à un interprète humain, quoi. Comment ça a été vraiment l'objet de mon travail avec Vera, avec la comédienne. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment, là en l'occurrence la comédienne, s'est réapproprié ce texte très bizarre de façon à lui redonner corps, à lui redonner vie à travers ses cordes vocales, à travers son incarnation propre, quoi.
Du coup, j'ai aussi réalisé une édition du texte tel qu'il a été donné à la comédienne. Et ça aussi, c'est quelque chose auquel je suis assez attaché, de vraiment jouer sur un peu une sorte de passage d'un support à un autre, ou un peu dans une perspective derridienne. Hein. Vraiment, je suis en travaillant le texte avec le numérique, assez vite, je me suis posé la question de qu'est-ce qui se passe quand on détache un texte de son support d'origine, hein, qui est le papier, qui est le livre, qui est aussi une forme de fixation de ce texte. Qu'est-ce qui se passe quand on le dilue et qu'on l'éclate, qu'on l'explose dans un système numérique qui va un peu le métamorphoser, le distordre, le monstruosifier, si je puis dire. Et qu'est-ce qui se passe quand on le refixe finalement dans un support qui va le pérenniser, tel que le livre. C'est un effet d'aller-retour comme ça qui m'intéresse beaucoup et qui, j'en reparlerai plus tard, qui est notamment l'enjeu du travail que je mène actuellement à la Métive. Cette pièce, justement, qui s'appelle « Donc je suis », donc à la fois encore le retour des pronoms personnels, et la rencontre entre une édition papier et un protocole d'écriture logiciel. Donc à l'origine, c'est une pièce que j'avais réalisée pour une revue d'art contemporain qui s'appelle 50 degrés Nord. Et cette pièce, en fait, est la lecture par un logiciel que j'ai écrit, avec qui j'ai fait lire, entre guillemets, 3 livres, qui sont le Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, le procès de Kafka et Ecce Homo de Nietzsche. Et j'ai demandé au programme de lister dans l'ordre d'apparition dans chacun des textes tous les segments de phrases, c'est-à-dire tous les bouts de phrases qui sont compris entre des points de ponctuation. Donc chacun des segments de phrases qui contiennent les 2 mots « je » et « suis ». Donc soit le verbe « être » à la première personne du présent de l'indicatif, soit de manière plus rare le verbe « suivre » également à la première personne du présent de l'indicatif. Et du coup, le programme, en fait, a créé 3 chapitres qui correspondent aux 3 livres. Et donc, on a cette sorte de récurrence, en fait, de bouts de phrases qui s'enchaînent les uns derrière les autres, avec quelque chose d'assez obsessionnel, parce qu'on a ce jeu, comme ça, ce « je suis » qui se répète dans chacun des bouts de phrases, qui crée aussi, là encore, une sorte de personnage un peu fictif, et avec une identité très élastique, parce que finalement, on a l'impression que c'est toujours le même jeu qui parle, mais à certains moments, on se rend compte que c'est un homme, à certains moments, c'est une femme, donc on a une sorte de jeu de projection un peu distordu, comme ça, qui se met en place, vu que voilà, l'identité du locuteur devient très fluctuante. Et en même temps, ce qui est assez étrange, c'est que cette sorte de traversée potentielle de ces 3 textes recrée une sorte de cohérence aussi, où finalement, le texte tient, enfin, poétiquement, et puis même en termes de projection de sens, il y a des jeux de retournement, des jeux d'association qui font que le texte prend corps, en fait. Et là encore, à partir d'un processus de génération qui est totalement arbitraire. Et cette pièce, ça m'a intéressé, donc là vous avez un petit extrait, je ne sais pas si vous arrivez à lire d'ici, mais qui peut vous donner un aperçu. Donc là, a priori, c'est un extrait de Alice au pays des merveilles, me semble-t-il. Voilà, il y a la mention du chapelier. Et donc, en fait, cette pièce qui, à l'origine, avait été conçue donc, pour une édition, j'aime bien la montrer en exposition maintenant. Donc, j'en ai fait un tirage sur une bâche. Là, c'était pour les besoins d'une exposition au granit à la scène nationale de Belfort, où j'avais un solo à l'automne dernier. Et voilà, quoi, à un moment, est devenu important pour moi de réincarner de certaine manière cette pièce pour lui faire prendre corps et lui donner une existence hors du livre, dans un espace de type muséal, de type exposition. Donc, encore une fois, cet effet de glissement en fait, d'un environnement à un autre a été, voilà quoi, s'est manifesté, enfin ce besoin s'est manifesté pour moi dans le cadre de ce projet. Cette pièce, qui s'appelle l'entreprise de déconstruction théotechnique, qui est ma pièce de 2e année au Frénois, qui en fait est une pièce assez importante pour moi parce qu'elle va ouvrir une autre thématique de travail,
qui est celle, qui pour moi poursuit un peu la question autour du langage, mais dans des territoires qui vont au-delà du sémantique, je dirais, dans le sens où à un travail sur le langage proprement textuel s'ajoute une dimension d'un langage, je dirais, infra- ou préverbal, qui est celui du geste, et du geste incarné, donné à un objet, donc à un objet en mouvement, à un robot qui, par ses gestuels, va pouvoir développer des formes de signes, en fait, des formes de langage à son tour. Donc cette pièce met en scène 8 téléphones portables qui sont couplés, qui sont greffés sur des bras robots. Et donc ces bras sont positionnés eux-mêmes sur une structure en acier qui est une sorte d'arche comme ça, qui fait 5 mètres de ce point à ce point et 2 mètres 90, si je me souviens bien, de profondeur. Donc qui crée une sorte de petit théâtre en fait où le spectateur est invité à gagner le centre. Et donc ces smartphones sont mis en mouvement par ces bras robots qui constituent une sorte de chorégraphie un peu animale, on dirait comme des sortes de lémuriens des fois qui se dressent. Il y a quelque chose dans la gestuelle qui va au-delà du bras mais qui tend plutôt vers une forme d'animalité. Et donc ces téléphones sont mis en mouvement de manière plus ou moins synchronisée. Et ils affichent et diffusent, donc affichent le texte et diffusent par voie de synthèse des sortes de mini haïkus très étranges qui reçoivent en Wi-Fi et qui sont générés sur un ordinateur qui est caché à un endroit dans l'exposition. Cet ordinateur découpe la Bible, donc Ancien et Nouveau Testament, mot à mot, et à partir d'un algorithme qui s'appelle une chaîne de Markov, qui est un algorithme statistique, le logiciel recompose donc des suites de textes qui produisent une sorte de poésie très abstraite, mais en même temps pas totalement aléatoire, c'est-à-dire que les phrases retrouvent une forme de cohérence syntaxique, mais en même temps le sens est extrêmement distordu. Et donc ces téléphones deviennent comme une sorte de chorale ou de Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était l'assemblée des exégètes dans le temple de Jérusalem pendant l'Antiquité, quoi. Et donc on dirait une sorte de chorale mécanique qui distribue, qui recrache finalement cette sorte de texte théologique de synthèse. Alors pourquoi le choix de la Bible en fait ce qui m'intéressait c'était de partir de ce livre qui prétendument, je dis bien prétendument, moi n'étant pas croyant, mais qui est présenté comme étant un texte d'origine non humaine parce que d'inspiration divine. Et ce qui m'intéressait du coup, c'était de mettre à disposition ce texte, de le donner un peu, de le livrer en pâture à un dispositif machinique, donc lui-même non humain, et de créer une situation finalement, cette méta-machine sémantique, gestuelle, mécanique, s'approprie ce texte et quelque part créer une sorte d'effet de rejet où d'une certaine manière le spectateur humain se trouve mis à distance de ce processus d'écriture et se retrouve un peu désapproprié de ses capacités de langage, sachant que le langage est quand même un des attributs spécifiques de l'humain. Donc ça m'intéressait de créer une situation un peu glaçante d'une certaine manière, où la machine s'approprie la capacité vocale, la capacité sémantique de l'humain. Et encore une fois, ce qui m'intéressait, c'était aussi comment pouvaient se juxtaposer deux formes de signification, qui sont à la fois les significations un peu chorégraphiques de ces gestes robotiques, et la signification, bien sûr, des textes qui glissent comme ça sur la surface des téléphones. Une autre pièce de 2016, qui est une pièce en réseau, encore, qui s'appelle Survol, qui, un peu comme From the Sky to the Earth, joue sur un effet spéculaire entre le ciel et la terre, où on voit donc de manière alternée sur un écran donc des vues de la Terre, qu'on voit ici à droite, avec un curseur qui montre en fait la trajectoire en temps réel de la Station spatiale internationale. Donc vous savez, cette espèce de vaisseau qui circule autour de la Terre à 600 km en altitude.
et qui met 3/4 d'heure en fait à décrire une parabole autour de la Terre, entre les deux cercles polaires grosso modo. Et donc toutes les 5 secondes, cette vision de la Terre avec la trajectoire de l'ISS est entrecoupée d'une phrase qui est issue de l'hymne national du pays qui est en train d'être survolé par la station. Ou quand la station est au-dessus de la mer, ce qui est relativement fréquent, c'est les paroles d'une chanson qui s'appelle Ocean de Lou Reed, que Lou Reed a écrit pour le Velvet Underground et qu'après il a sorti sur son premier album solo, qui pour moi venait contrebalancer un peu l'espèce de contenu un peu crétin, en général, il faut bien le dire, des hymnes nationaux qui sont souvent des sortes de brouets théologico-nationalistes. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un peu 2 modèles d'hymnes. On a un peu le modèle français, le chant patriotique et guerrier. Et puis on a un peu le modèle anglais du God Save the Queen, qui est là plutôt un modèle plutôt assez religieux en fait, hein, où, comme le titre l'indique, voilà, quoi, on demande à Dieu de protéger le souverain ou le président de tel ou tel pays. Donc voilà, quoi, pour moi, l'espèce de poésie ironique de Lou Reed venait un peu contrebalancer voilà, cet effet voilà, un peu de nationalisme, de patriotisme un peu béat, quoi, qui est un peu, voilà, qui marque un peu cette matière des hymnes nationaux. L'intention du projet, là, c'était vraiment de créer, encore une fois, cette espèce de jeu de regard, donc cette sorte d'œil artificiel hein, qui tourne autour de la Terre, et qui quelque part crée une sorte d'effet de miroir avec la situation totalement morcelée de la surface de la Terre, hein, qui est découpée entre différents pays plus ou moins antagonistes, comme vous le savez bien. Et pour moi, c'était aussi une manière de questionner cet imaginaire spatial et aussi ce projet qui est celui d'ISS, qui est prétendument une station internationale, mais qui est aussi une sorte de jouet aux mains des seuls pays qui peuvent technologiquement et financièrement se permettre d'investir la conquête de l'espace. Donc il y a aussi comme ça une sorte de questionnement entre voilà, cette sorte d'éclatement géopolitique de la surface de la Terre et ce projet utopique, mais qui en même temps est une utopie donc marquée par les différences, les écarts entre les différents pays de la planète. Ce projet-là, qui s'appelle Game Over and Over, que j'avais développé également en 2016 lors d'une résidence entre l'ESI, donc mon ancienne école d'art, et le lieu multiple à Poitiers, qui est un jeu vidéo pour robots, donc une sculpture robotique alors que j'aime bien présenter de manière un peu différente à chaque fois selon le lieu. Là, c'était à nouveau à Belfort. J'avais beaucoup d'espace, donc j'avais plutôt privilégié une présentation voilà, où les écrans et les robots étaient opposés, ce qui permettait aux spectateurs de tourner autour. Après, dans des espaces plus restreints, voilà, je les réunis de manière à concentrer un peu, enfin, à les rendre un peu plus proches l'un de l'autre. Et donc cette pièce met en scène 2 mini-robots qui sont ces objets, qui peuvent évoquer une sorte de tête, un peu de casque de réalité virtuelle ou une sorte de cyclope, parce qu'on en a un petit trou en fait dans la lyre ici. Et en fait, cette sorte de tête balaye la surface de l'écran et contrôle donc l'avatar d'un jeu vidéo que j'ai programmé et qui reprend un peu les codes du jeu vidéo, que ce soit, enfin, on peut imaginer une sorte de mélange entre un Night Driver et un Space Invader remis en 3D, pour ceux qui connaissent un peu les vieux jeux vidéo archéologiques, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, même l'esthétique de l'interface reprend un peu celle de la Vectrex, qui était une des premières consoles vectorielles au début des années 80. Et donc, ces 2 joueurs jouent dans une sorte de boucle sans fin, donc ils peuvent ni jamais gagner ni perdre dans ce jeu, mais uniquement scorer dans le vide. Je les ai un peu pensés comme des sortes de personnages de Beckett, en fait, qui sont souvent mis comme ça dans des sortes de routines dont ils ne peuvent pas s'extraire. Et là, finalement, voilà, ces 2 artefacts se retrouvent dans une sorte de boucle sans fin qu'ils doivent investir. Je vais vous montrer une petite vidéo.
Donc là encore, un peu comme pour l'entreprise de déconstruction théotechnique, la pièce mettait en situation le spectateur face finalement à des machines qui s'approprient donc cette fois une posture qui est celle du joueur de jeux vidéo, et où finalement les spectateurs se retrouvent un peu démunis face à ces machines qui d'une certaine manière jouent à leur place, mais avec leur propre singularité, leur propre caractéristique qui est de jouer de manière totalement continue et de manière totalement monomaniaque. Donc c'est aussi une manière pour moi de questionner la façon dont on anthropomorphise de plus en plus les machines, et comment en retour les machines nous mécanisent aussi de plus en plus, et dans nos affects, et dans nos attitudes, et dans nos manières d'être. Petit détail, la musique qu'il y avait sur la vidéo, en fait, à l'origine, elle accompagnait l'installation, mais je l'ai retirée au fil du temps, et maintenant l'installation est uniquement ponctuée par les tirs en fait, des vaisseaux et les explosions des astéroïdes chaque fois qu'ils en touchent un. Cette pièce qui s'appelle Black Box, qui est également une sculpture robotique que j'ai développée lors d'une résidence un peu particulière qui a eu lieu toute l'année 2017, où pendant un an j'ai été accueilli chez Orange, donc l'entreprise de téléphonie, qui en fait cette année-là avait proposé de mettre à disposition de 3 artistes du coup des compétences financières, techniques, et donc des ingénieurs qui étaient réunis, en fait, qui venaient de réunir dans un lieu qui s'appelle Orange Gardens, qui est donc le centre de recherche où ils ont concentré toutes leurs équipes de la région parisienne. Et donc j'ai travaillé avec des ingénieurs sur ce projet qui met en scène donc 4 cubes qui font 15 cm par 15 cm par 15 cm. Et qui se déploie, enfin qui bouge très lentement sur le sol et qui développe une sorte on dirait encore une fois une sorte de conversation en fait. Je me suis inspiré un peu pour les chorégraphies de ce qui se passe quand on est en train de discuter, par exemple à 4 personnes. Comment, si on imagine une conversation de 4 individus, va se distribuer la parole, donc comment les têtes vont s'orienter, comment il va y avoir des temps de pause, des temps de silence, comment finalement s'articule une activité qui est celle de la conversation. Donc j'ai essayé de donner cette sensation à partir de l'objet qui est le signe le plus insignifiant qui soit, cette espèce de cube noir. L'idée aussi était de donner corps à la black box, qui est un concept qui est issu de la cybernétique. Donc cybernétique, c'est un mouvement de pensée qui est né au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui a été initié par un mathématicien qui s'appelait Norbert Wiener et qui, quelque part, a été un peu à l'origine de la rencontre un peu entre la machine et l'humain, entre les organisations technologiques et la société. Et en fait, les cybernéticiens faisaient beaucoup de schémas, et dans ces schémas, ils isolaient des endroits où se distribuait l'information, mais sans qu'on sache trop ce qui advienne. Et c'est ce qu'ils identifiaient comme étant des boîtes noires. Et je trouvais que c'était une métaphore assez intéressante pour qualifier aujourd'hui l'objet technique, parce que typiquement, ce type d'objet, on les utilise tous, mais on ne sait pas trop ce qui se passe dedans. Donc c'est en soi des boîtes noires au sens cybernétique du terme. Donc j'avais de cette idée est née la volonté d'incarner finalement cette métaphore de manière très littérale, et de créer donc des sortes d'automates qui vont développer comme une sorte d'activité ou de coexistence, sans qu'on sache trop justement, nous, humains, qu'est-ce qui motive finalement ces mouvements, ces jeux d'interaction. Donc ça joue vraiment sur la lenteur aussi des mouvements qui sont des fois à la limite de l'imperceptible. On a vraiment comme un effet de flottaison de l'objet sur le sol. Et c'est aussi évidemment un hommage à la sculpture minimale, au travail de Carl André, qui avait fait une pièce avec des cubes en alu comme ça qui occupaient le sol, ou aux travaux de Robert Morris aussi, la sculpture minimale ayant eu beaucoup d'importance. Ça c'est un champ de l'art que j'apprécie particulièrement.
Alors cette pièce qui s'appelle Ping Pong Stories, que j'avais réalisée lors d'une résidence à l'assaut de la menuiserie à Saint-Étienne, rejoue encore avec la question du dialogue et présente donc 2 écrans qui sont positionnés sur le sol et sur lesquels apparaissent de manière alternative 2 prénoms, un masculin et un féminin, et ainsi que des voix de synthèse en fait qui apparaissent, enfin qui sont prononcées au moment où chaque prénom apparaît. Et en fait, cette pièce est une relecture de 100 dialogues issus prélevés dans l'histoire du cinéma. Donc là, Scotty et Madeleine, c'est dans Vertigo de Hitchcock. Ici, il y en a Wendy et Jack, donc c'est les protagonistes de Shining. Donc en fait, chacun de ces dialogues met en scène une situation de tension au sein d'un couple, ou en tout cas entre un personnage masculin et un personnage féminin. Et donc ces dialogues sont rejoués par des voix de synthèse qui vont totalement déshumaniser, ou tout du moins désaffecter le dialogue, c'est-à-dire que tous les effets de voix, d'intonation, toute la prosodie en fait, tout le jeu d'acteur est totalement écrasé et disparaît au profit, si je puis dire, de cette voix de synthèse qui va totalement vider d'affect ce dialogue, mais en même temps va recréer une forme d'affect un peu étrange, où assez vite le spectateur va encore une fois projeter une sorte d'intentionnalité à travers la manière dont se manifeste cette voix de synthèse. Je vais vous montrer une petite vidéo. Donc là, c'est le dialogue du mépris entre Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Tu vois derrière dans la glace? Oui. Tu les trouves jolies, mes fesses? Oui. Tu veux que je me mette à genoux? Non. Ça va. Et mes seins? Tu les aimes? Oui. Donc voilà, vous avez perçu la forte tension sexuelle et la forte passion qui anime ces machines d'un coup. Évidemment, il y a une dimension assez ironique dans ce travail, et qui joue vraiment, encore une fois, sur des jeux de projection et de désaffection à travers la machine. Un projet maintenant qui s'appelle Attack the Sun, qui est un film que j'ai réalisé avec un ami qui s'appelle Gwendal Sartre, que j'ai rencontré au Frénois, qui est un film qui met en scène un personnage qui est inspiré d'un personnage réel qui s'appelait Elliot Rodger. Elliot Rodger, en fait, était un YouTuber qui grosso modo, vivait en Californie et qui déversait un peu sa haine du monde et des femmes en particulier à travers sa chaîne YouTube. Et donc on s'est inspiré de ce personnage pour créer un personnage qu'on est allé filmer à Los Angeles. Et le principe du film était que les acteurs n'avaient pas de dialogue préécrit, mais recevaient en direct par une oreillette des dialogues, des punchlines qui étaient générés par une intelligence artificielle que j'avais programmée et qui venait quelque part participer à l'écriture du film pendant le filmage, pendant le tournage. Et donc là, la machine devenait quelque part une sorte devenait comme une sorte de hack de l'inconscient de ce personnage qui petit à petit sombre dans la folie. Ce qui nous intéressait en fait dans ce rapport à la Californie aussi, c'était déjà l'esthétique des vidéos de YouTube en fait, parce que le film est filmé au smartphone.
Et donc on a récupéré un peu cette matière filmique pour l'intégrer dans un projet cinématographique. Le film est un petit long, hein, il dure 1 heure. Et du coup, voilà, on essayait de trouver une forme d'écriture qui vienne faire se rencontrer voilà, une écriture machinique, hein, d'une IA qui produit du texte, et une écriture cinématographique. Donc c'est un film en fait qu'on a montré pour la première fois, qui était en compétition française au FID Marseille en 2019. Donc je vais vous montrer un petit extrait, alors un peu rapidement, parce que je vois que le temps passe. Walked over them. It was pretty. And talked to me. Years old, I walked home alone. Intense hatred that I walked away. Walked into one advantage in defeat. I walked away. I walked away. With hatred that connected the tables outside. Domino's Pizza. The tables outside Domino's. One day, after going through similar troubles, I walked over them. The only way. I walked over a girl, hot girls, in defeat. I walked into my very last days. As I walked over what they walked, a girl like that talked to me. How dare she? That foul bitch. I walked over what they will get to send. Instead, a girl. Donc là, l'extrait en voix off, mais il y a beaucoup de passages où on est plutôt sur des formes de dialogue hein, entre l'acteur principal et une actrice. Alors, je retrouve le PDF. Hop. Voilà. Ce projet maintenant qui s'appelle Spider and Ike, un projet que j'ai terminé il y a 1 an à peu près, qui met en scène une araignée robot qui fait une 40aine de centimètres, qui se déplace sur le sol d'un lieu d'exposition. Là ici c'était au Bel Ordinaire à Pau, qui est notamment un des lieux où j'ai développé le projet, où je l'ai réexposé ultérieurement. Et donc cet hexapode, cette araignée robot, déploie des sortes de chorégraphies sur le sol, des attitudes, donc à certains moments fait plutôt preuve de calme et à d'autres va plutôt se montrer agressive et faire des gestes comme ça qui peuvent donner une sensation ouais, d'agression ou de stress. Et en fait, les évolutions de ce robot sont déterminées en direct par mes propres émotions, qui sont, enfin, en tout cas par la traduction de mes émotions au moyen de signaux biométriques qui sont récupérés par un bracelet électronique que j'ai en permanence au poignet quand la pièce est exposée. Et donc ces signaux sont récupérés par ce bracelet et via mon téléphone, où que je sois, sont envoyés sur un serveur sur le net que le robot lui-même connecté va pouvoir interroger de façon à moduler ses mouvements en direct dans le temps de l'exposition. Donc à distance, je reste totalement en lien finalement avec cette machine qui elle-même peut se trouver à plusieurs milliers de kilomètres de moi. Mais pour autant, à partir du moment où j'ai ce bracelet et que j'ai une connexion Internet, ce lien se perpétue entre la machine et moi. Je travaillais avec un laboratoire de sciences cognitives de la fac de Lille, en fait, qui eux travaillent sur la mesure objective des émotions à partir donc, de devices tels que ce bracelet et de signaux biométriques, pour mettre en place ce protocole.
L'idée là était un peu de questionner justement, enfin je lisais, quand j'ai écrit le projet, je lisais des choses autour de ce qu'on appelle le quantified self, qui est le terme derrière lequel on fourre aujourd'hui tout ce qui est de l'ordre de la surveillance volontaire, hein, qu'on s'inflige ou qu'on met en place à travers ce type d'objets, quoi, qui peuvent aller des mesures biométriques quand on fait du jogging par exemple, ou des mesures médicales, ou même des mesures de perte de poids, enfin voilà, tout ce qui est de l'ordre en fait d'une sorte d'auto-optimisation par la machine, qui bien sûr peuvent être corrélées à des données type recherche Google ou post sur les réseaux sociaux, de manière à créer comme ça des profils, des sortes de soi numériques qui viennent nous doubler dans le monde, dans le réel, quoi, et que bien sûr peuvent s'accaparer des entités type Facebook, Google et autres. Et donc voilà, quoi, il y avait cette idée pour moi de pervertir, en tout cas de détourner ces technologies pour un peu rejouer de manière ironique, voilà, cette imagerie un peu romantique du lien entre l'artiste et son œuvre. On dit que voilà, l'artiste nourrit son œuvre par son fort intérieur. Moi, je voulais prendre un peu le truc au pied de la lettre et créer comme ça cette sorte de lien et de contrainte aussi, parce que je déteste avoir des choses au poignet. Donc ça me crée une sorte d'attachement un peu dans tous les sens, vraiment de travailler la polysémie du terme attachement en fait. C'était un peu ça, voilà, que je voulais manifester aussi dans ce projet qui crée cette sorte de résonance entre moi et cette sorte d'avatar étrange que devient cette machine. Une pièce à présent qui s'appelle Chirotope, qui date d'1 an aussi, et que j'ai développée lors d'une résidence à Rome, où en fait donc la pièce présente une plaque de marbre sur laquelle sont positionnées 2 mains robots qui, par leur mouvement, produisent là encore une sorte de dialogue, et même reproduisent un dialogue vu que leurs mouvements sont indexés sur la prosodie, en fait, c'est-à-dire les rythmes et les intonations d'un dialogue de 2000 ans aussi de l'espace. Donc une main incarne Hal, l'intelligence artificielle, et l'autre incarne Dave, l'astronaute. Au moment où en fait Hal, pour ceux qui ont vu le film, au moment où Hal essaye de tuer Dave en l'expulsant de l'astronef. Donc ces 2 mains réincarnent d'une certaine manière ce dialogue par un jeu de mouvement. L'idée, l'intuition originelle en fait était, en me baladant dans Rome, en regardant les statues qui parsèment l'espace public, je trouvais une sorte de connexion entre la statuaire antique et la statuaire baroque, et la robotique en fait, ou l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui chacune en fait à leur manière essaye de reproduire l'humain dans l'inerte, de recréer finalement une sorte d'artifice de l'humain, soit par le mouvement, soit par la parole, soit par le geste, même s'il est figé dans la statuaire. Et quelque part, pour moi, ça renvoyait à une sorte de dimension qui est intrinsèque à l'humain. Il suffit de voir des mythes qui parsèment l'histoire de l'humanité, comme je sais pas, Pygmalion ou le Golem, par exemple, qui montrent toujours des humains qui essayent à un certain moment, et souvent ça finit mal d'ailleurs, de recréer comme une sorte d'avatar, en fait, une sorte d'ami imaginaire humain ou anthropomorphe à travers la matière. Je pense que pour moi, il y a une sorte de solitude un peu fondamentale de l'humain qui se cherche comme ça, une sorte de pendant, quoi. Alors, ça peut être les dieux, ça peut être maintenant des machines qu'on va faire parlantes, qu'on va faire bougeantes, ça peut être les animaux à qui on va commencer à prêter des qualités ou sur lesquelles on va projeter des qualités anthropomorphisées. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose dans l'ordre de l'humain, quoi, intrinsèquement, qui nous amène à essayer de s'extraire finalement, d'extraire notre humanité pour la réincarner dans de l'inerte. Et pour moi, cette pièce parle de ça, quoi. Voilà. Avec un dialogue aussi sur la matière entre ces mains très mécaniques qui renvoient aussi là encore à un registre très science-fictionnel, que ce soit la main de Terminator ou ce genre de choses. Et aussi cette plaque de marbre qui rappelle la dimension, enfin, l'origine un peu sculpturale du projet, ou en tout cas son ancrage dans le contexte romain, quoi. Et donc, lors de cette résidence, j'avais également développé ce projet qui s'appelle Dyslexia, donc dyslexie en italien, qui se présente sous la forme d'un écran sur lequel défilent des mots, et donc d'un haut-parleur qui diffuse une voix de synthèse.
Et donc cette pièce, c'est une intelligence artificielle qui essaye d'apprendre à parler italien à partir d'un algorithme de machine learning. Donc le machine learning, c'est le champ de recherche aujourd'hui qui essaye de donner des capacités d'apprentissage à des logiciels. Et donc j'ai détourné un de ces algorithmes de façon à faire générer des phrases qui petit à petit tendent vers un italien correct. Donc on a une sorte de répétition comme ça, un peu obsessionnelle, un peu comme une sorte de Gerasim Luca de synthèse, parce que du coup on peut lire les phrases et les entendre prononcées par la voix de synthèse. Et donc on a cette sorte d'effet de répétition d'une machine qui s'obstine à essayer petit à petit de prononcer des phrases d'abord très abstraites, puis de plus en plus dans un italien correct. La pièce naissait aussi d'une frustration, parce que mon père est italien et je maîtrise très mal l'italien, c'est ma langue paternelle du coup. Et voilà, quoi, le projet naît de cette frustration. Il y a une sorte d'effet là encore de projection un peu en miroir. Du coup, dans cette idée de mettre en scène cette machine, voilà, quoi, qui va devenir un peu une sorte de bête d'effort, de bête de somme qui ploie sous le poids de l'apprentissage. Alors en parallèle de tous ces projets, j'ai également développé une pratique de dessin que j'ai pas mal repris depuis 1 an. Donc ça peut aller de dessin préparatoire, hein, ici vous reconnaissez évidemment l'araignée, à des choses plus différentes, même si évidemment l'esthétique du mécanique et de la machine reste assez présente. Quelque chose aussi vraiment de l'ordre de l'éclatement et du réagencement, finalement quelque chose qui est pour moi assez proche de mon travail autour du texte, où très souvent il y a un éclatement d'une forme et après des sortes de stratégies de réassociation, de recombination. Mes dessins fonctionnent un peu comme ça, d'une certaine manière. Et finalement, c'est aussi un retour au geste, quoi. Avec des projets plutôt conceptuels et plutôt désincarnés, tels que vous avez pu voir avant. J'avais besoin aussi à un moment de réinvestir une pratique qui est aussi de l'ordre du quotidien et d'une habileté, quoi, que j'avais un peu perdue finalement. Et c'est assez intéressant pour moi de faire dialoguer aujourd'hui ce type de démarche avec ce que j'ai pu vous présenter auparavant. Et puis évidemment, c'est aussi quelque chose que j'utilise beaucoup dans la préparation de mes projets. Enfin là encore, c'est des dessins préparatoires pour Spider. Donc c'est des dessins au style hobby en général. Et donc pour finir, je vais vous parler du projet que je développe actuellement, donc en résidence à la Métive, qui est un lieu d'accueil d'artistes au Moutier d'Ahun, donc à 1 heure d'ici en Creuse. Donc ce projet, qui est un projet en 2 étapes, s'intitule Littérature d'ameublement. C'est un projet en fait que j'avais en tête depuis un bon moment, qui naît d'une curiosité, pour ne pas dire d'une obsession, que je nourris depuis un certain temps pour les faux livres qu'on peut trouver dans les magasins de meubles. C'est un objet que je trouve très étrange et très incongru. Donc pendant longtemps, j'allais photographier des faux livres dans les magasins de meubles, en me disant qu'un jour je ferais quelque chose avec ça. Et puis un jour, je me suis dit que je ferais quelque chose avec ça et que j'appellerais ça littérature d'ameublement. Et puis peut-être 6 mois après encore, je me suis dit, mais en fait, littérature d'ameublement, ça fait écho aux musiques d'ameublement, qui étaient des compositions de Erik Satie. Donc Erik Satie, un compositeur français qui gravitait autour des surréalistes, on va dire, pour le dire très rapidement. Et qui, à travers ces musiques d'ameublement, en fait, a développé un peu le prototype des musiques minimalistes et répétitives. Donc en fait, il faisait jouer des phrases mélodiques très simples, qui faisait répéter sans évolution pendant des heures et des heures. Et du coup, l'idée s'est cristallisée autour du principe de réaliser une édition, donc un livre, un vrai faux livre. Donc le livre ressemblera à un faux livre tel qu'on en voit dans les magasins de meubles. En fait, à une sorte, donc là c'est les partitions d'Erik Satie. Donc je ne sais pas si on voit très bien sur les dessins, mais voilà, je vais faire une sorte de faux livre, donc un dos cartonné avec une sorte de pochette dans lequel viendront s'insérer 5 volumes qui feront une centaine de pages chacun. Et chacun de ces volumes sera nourri, sera rempli, si je puis dire, de différents protocoles d'écriture qui font intervenir des règles logicielles. Donc là, ici, on a par exemple des jeux de permutation et d'association à partir de chevaux et de couleurs, en fait, qui sont des couleurs qui sont attribuées aux chevaux dans l'Apocalypse. Donc il y a pas mal de références à l'histoire aussi, dans comment j'ai fait des listes de rois, des listes de différents souverains ou personnages historiques que j'associe à des adjectifs ou à des choses.
Et finalement, la machine, comme ça, va créer des sortes d'itérations, des sortes de listes. Ici, on a un dialogue qui est généré par une intelligence artificielle, qui va composer un autre volume, qui joue un peu comme pas mal de pièces précédentes, hein, sur des jeux de télescopage de sens. Ici, ça s'est abandonné. Ici, en fait, c'est une sorte de livre, enfin, c'est une sorte de texte qui va remplir donc les 100 pages d'un des volumes, qui en fait est un amoncellement d'agencement des syllabes les plus utilisées de la langue française. Donc finalement, quand on voit une sorte de texte totalement illisible, mais quand on commence à rentrer dans le détail du texte, on commence à voir des sortes de bouts de mots qui s'interpénètrent les uns dans les autres, et on finit par discerner des sortes de bribes. On a quelque chose un peu de composite, comme une sorte de cancer finalement qui aurait un peu opéré au sein de la langue et qui recréerait comme ça, voilà, une sorte de français de synthèse, de français imaginaire, quoi. Ici, encore un principe qui fait intervenir un algorithme génétique qui va créer des adjectifs à partir en faisant muter deux autres adjectifs, en fait, en créant des combinatoires gérés par l'algorithme qui va créer comme ça des sortes de boutures d'adjectifs à partir de deux autres adjectifs. Donc voilà, c'est vraiment des systèmes qui jouent sur la répétition, sur l'accumulation, un peu sur le principe de composition des musiques d'Éric Satie que j'essayais de faire glisser vers des motifs de composition de texte. Et donc, comme je disais, ce projet est la première étape, donc il va aboutir à une édition. Et par la suite, j'ai recontacté un compositeur qui s'appelle Jonathan Bell, avec qui j'avais déjà travaillé, qui avait travaillé sur une mise en voix des textes produits par l'entreprise de déconstruction théotechnique. Et en fait, Jonathan était à l'IRCAM quand moi j'étais au Fresnoy, et on avait commencé à imaginer travailler ensemble. Et du coup, je l'ai contacté pour imaginer une mise en voix en fait de ces textes que je vais générer pour l'édition. Parce que Jonathan en fait travaille beaucoup avec des chorales. Et en fait, il développe des protocoles d'écriture qui s'inspirent à la fois de choses très archaïques, comme les polyphonies franco-flamandes, par exemple, qui étaient des musiciens, enfin, un style de musique du début de la Renaissance, qui utilisait des polyphonies de voix extrêmement complexes. Donc Jonathan essaie de faire se rencontrer ces traditions, finalement, avec des formes d'écriture contemporaines qui vont du spectralisme à la musique assistée par ordinateur. Et en fait, quand on a travaillé ensemble autour de l'entreprise de déconstruction théotechnique, il a commencé à développer des systèmes où en fait il contrôle ses choristes, ou en tout cas leurs partitions, par le biais de smartphones. Donc il vient modifier en temps réel ce qui leur donne à chanter, donc à la fois le texte et à la fois les hauteurs et les rythmes de chant. Donc on va essayer d'imaginer une sorte de système comme ça qui va à la fois générer du texte selon les principes que j'utilise pour l'édition et qui va aussi un peu perturber voilà quoi, le chant des choristes. Donc pour conclure, je vais vous montrer quelques secondes de la traduction sonore que Jonathan avait fait d'extraits de l'entreprise de déconstruction théotechnique. Et juste petite chose que j'ai oublié de préciser, oui, on est aussi en train de réfléchir donc pour cette adaptation des textes à une dimension scénographique qui pourrait reprendre des principes d'un projet antérieur de Jonathan qu'il avait développé quand il était à la Casa de Velázquez et qu'il avait présenté, alors pas sur cette vidéo, mais qu'il avait présenté à la Fondation Lambert à Avignon. Et qui joue là encore sur ces principes donc de contrôle des choristes
par le biais d'applications que là ils ont directement insérées dans le casque. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'étais sûr que Yann aurait une question. J'avais une question à propos de Spider, j'ai pas bien fait gaffe, si c'était aussi un projet que vous avez fait au Frénois ou pas? Non, c'est un projet que j'ai fait après. Après, le Frénois a été partenaire pour quelques petits points techniques, mais c'est et puis aussi facilitateur pour, par exemple, rencontrer le laboratoire avec qui j'ai collaboré. Mais non, c'était pas un de mes projets développés lors de mon cursus au Frénois. Mais étant donné qu'il le soutenait, j'aurais une deuxième question, c'est que vous êtes la deuxième personne que j'ai l'occasion de voir et qui a travaillé au Frénois, qui a été élève là-bas. Et est-ce que c'est récurrent comme thématique, en fait, le fait de trouver une interaction en temps réel entre l'homme et la machine? Parce que l'autre élève aussi, il y avait aussi une interaction pareille, c'était avec la chaleur, c'était Smith. Ah oui, c'est Smith. Ouais. Et donc je me demandais si c'était propre au Frénois ou pas, parce que c'est une école qui m'intéresse au moins. Non, je pense que vraiment effectivement sur cette question-là, alors j'ai pas en tête évidemment toutes les productions du Frénois, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve dans deux de nos projets, mais là c'est plutôt lié au hasard, je dirais que. Après, le truc, c'est que malgré tout, le Frénois est très dans l'incitation, on va dire, quant à aller vers ce type, au sens général, de problématiques, quoi. Donc voilà, quoi. Il y a quelque chose enfin, c'est un lieu en tout cas qui est propice à ce type de problématiques et de développement, effectivement, mais c'est pas forcément quelque chose qui est si fréquent que ça dans le travail des étudiants, autant que je puisse m'en souvenir. Et plutôt au niveau des expériences ou bien du concept, ou des deux? C'est-à-dire, il va essayer de vous faire expérimenter sur ce type de problématique? Eux, en fait, ils n'interviennent pas sur le... Enfin, il n'y a aucune incitation sur le plan conceptuel, sur le fond des projets. Par contre, pour plein de raisons, ils vont nous faire rencontrer des labos ou des chercheurs, ou des compétences aussi qui vont être en mesure de nourrir justement le travail conceptuel, mais de l'artiste étudiant, voire même de l'artiste invité, pour colorer d'une certaine manière le projet, mais en aucun cas ils imposent des thématiques de travail ou d'orientation sur tel ou tel projet. À partir du moment où on est sélectionné, enfin on passe le concours et qu'on est pris, on est totalement maître artistiquement de son projet. Ok, merci beaucoup. Une question derrière. Comment vous avez entraîné le réseau de neurones pour parler italien? Alors, il n'y a pas de réseau de neurones en fait. C'est pas un GAN. Non, c'est beaucoup plus archaïque que ça. En fait, c'est un algorithme génétique dont le principe est
Comme le nom l'indique, hein, c'est vraiment une métaphore du principe darwinien de l'évolution. Tu as une population de base qui, là, en fait, est l'ensemble des caractères typographiques, donc toutes les lettres et les signes de ponctuation qui composent l'alphabet, le langage écrit, quoi. Et en fait, il y a des modèles une sorte de modèles cibles, en fait, qui sont des phrases en italien correctes. Et du coup, la machine crée des cycles de répétition, en fait, à partir des données de base que sont donc tous ces ensembles de caractères typographiques. Et petit à petit, en fait, elle fait évoluer par association statistique, en fait, des combinatoires de lettres, donc qui petit à petit marchent ou pas. Si par exemple, je sais pas, tu as un K et un Q qui sont des lettres très peu présentes en italien, petit à petit elles vont être évacuées de chaque itération, en fait, de chaque répétition, pour tendre vers des associations de lettres qui, je sais pas, comme le GHI par exemple, qui sont vraiment plutôt présentes en italien, jusqu'à ce que ça se stabilise sur un mot qui est reconnu comme étant un mot d'italien correct, quoi. Et en fait, une fois que qu'une phrase est reconstituée, ça recommence de zéro. Donc en fait, il n'y a pas un apprentissage sur le long terme, c'est vraiment un apprentissage local de phrase en phrase, en fait. Ce qui m'intéressait là, c'était vraiment plus de mettre en situation une machine dans un effort, en fait, dans une tension vers un but d'apprentissage, avec aussi tout l'effet de bug qu'il y a, parce que tu la vois afficher et répéter plein de tentatives ratées avant, qui créent vraiment une sorte de langue étrange, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de montrer souvent des machines dont le principe de fonctionnement est le dysfonctionnement, en fait. La notion d'erreur ou de distorsion, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et dans les gestes et dans la production sémantique. J'ai eu ce débat il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui justement cherchait dans l'usage de l'IA pour générer du texte. On aurait dit qu'il voulait passer le test de Turing, quoi, de donner la sensation que la machine était totalement douée, qu'elle était indiscernable de l'humain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'inverse, en fait. C'est vraiment tous les écarts, en fait, tous les distorsions, les effets d'étrangeté qu'un dispositif mécanique, quoi, synthétique, va pouvoir produire comme effet, quoi. C'est plus ça qui m'intéresse que vraiment de reproduire de manière totalement fidèle l'humain, parce que quelque part, je trouverais ça artistiquement moins intéressant que justement faire saillir comme des sortes de fêlures, en fait, ou de fragilité dans le langage. Ce qui m'intéresse dans le langage, c'est vraiment de trouver la zone limite, en fait, le moment où le langage est au bord de céder, quoi, le moment où on est vraiment dans l'entropie générale, où il n'y a plus rien qui fait langage, en fait. Et très souvent, ça joue sur la frontière dans mes projets, quoi. J'essaie de pousser jusqu'à l'endroit où le tissu va craquer d'une certaine manière, quoi, et où ça va se répandre et complètement s'effondrer, quoi. J'essaie de jouer avec cette frontière, quoi. D'où le recours à la machine. Comme avec les couples qui dysfonctionnent dans les écrans. Bah ouais, disons que là c'est plus la relation qui dysfonctionne, quoi. Mais très souvent, c'est aussi quelque chose qui, enfin, justement, quoi, comme il y a beaucoup de choses qui ont trait au dialogue, que ce soit dans Attack the Sun, le film, ou même dans d'autres pièces que j'ai pas montrées, mais il y a souvent des situations de dialogue qui sont perturbées, en fait. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se joue dans l'ordre de l'incommunicable ou de la difficulté communicationnelle aussi, qui je pense est quelque chose qui m'obsède et qui finalement motive ce passage, enfin ce recours à une sorte d'entité miroir qui est la machine, à la fois pour montrer des situations dialogiques ou pour moi-même dialoguer avec elle, quoi, ce qui est un peu le cas avec l'araignée d'ailleurs. Mais chaque fois dans des situations un peu tordues, quoi, un peu bizarre. Et effectivement, bon, la situation du couple là est assez, montre ça assez bien, parce qu'on voit vraiment des situations de couple. Très souvent, c'est des situations de tension. Bon là, c'est plutôt une tension de désir, quoi. Enfin, en tout cas, dans l'extrait du mépris, souvent c'est des moments de conflit aussi. Mais c'est totalement déplacé par le fait que c'est totalement réaffecté par ces voix de synthèse qui sont très étranges, quoi. J'ai une question sur l'araignée. Est-ce que tu es présent quand l'araignée est là? Non.
Enfin, en général, je le suis au moment du vernissage. Après, c'était très étrange parce que je l'ai montré dans le cadre d'un festival à La Rochelle il y a 2 semaines. Et comme le festival durait 4 jours, je suis resté les 4 jours et très souvent, j'étais dans l'espace où était montrée l'araignée. Et du coup, les gens pensaient que je devais être à proximité, mais en fait, non. Le bracelet est connecté à mon téléphone. Et mon téléphone est connecté en 4G, donc je peux être... quand la pièce était exposée à Pau, au Bel Ordinaire, moi j'étais à Lille. Non, mais ça j'avais compris, mais je me demandais si vous pouviez être tous les deux au même endroit. Oui. C'est pas exclu en fait. Non, parce que du coup, l'impératif c'est que et elle et moi, on soit connectés à Internet en fait. Même si ça créerait presque 2 pièces en fait d'une certaine manière, parce que ça change totalement le rapport, parce que en situation entre guillemets normale d'exposition, j'y suis pas, donc du coup la lecture de l'objet fait qu'on imagine à travers les mouvements de l'araignée les états d'une personne qui est téléprésente, quoi, qui est loin. Donc c'est vraiment cet effet d'écartement qui joue et qui du coup est un peu écrasé, ramassé quoi, quand je suis dans la même pièce. Mais quelque part pour moi le plus intéressant c'est quand j'y suis pas. Parce que c'est l'effet d'écart de projection qui m'intéresse. Écoute, Fabien, on va te remercier parce qu'on est un peu contraint par le temps. Bien, mais c'est moi qui vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis bonne soirée.